Mais l'ivoirité a un auteur, c'est le président Bédié. Sentant que Alassane voulait être candidat, il a donc inventé de toutes pièces un concept de l'ivoirité. Dès 1994, alors prend naissance de façon officielle ce fameux concept que j'appelle un fourre-tout idéologique d'ivoirité. Là, on commence à parler ivoirité. Donc à partir de 1994, on va utiliser, mais vraiment abondamment, les médias, radio, télévision, presse écrite, pour inculquer aux Ivoiriens qu'on ne peut pas être étranger et prétendre à un poste politique. On vise donc Alassane Ouattara au moment où il n'est plus Premier ministre, bien évidemment, mais pour lui enlever toute ambition, toute velléité de revenir sur la scène politique. Autour de Bédié, un groupe d'intellectuels va théoriser l'ivoirité. Parmi eux, Jean-Noël Loukou, historien, et Niamké Kofi, philosophe, tous deux professeurs à l'université d'Abidjan. Une revue va être publiée, son nom, Racine, indique clairement le programme. Bédié arrive, il dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ça, c'était son premier discours. Ensuite, il donne la notion d'ivoirité. Mais quand il annonce pour la première fois en 1995, il ne spécifie pas véritablement ce contenu. Alors, les Ivoiriens disent, bon, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens. Houphouët était le président des Africains, Bédié devient le président des Ivoiriens. Dès le soir de la mort d'Houphouët, il annonce à la télévision qu'il assure la succession, conformément à la Constitution. Devient le nouveau président de la République. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Mes chers compatriotes. Ensuite, pour barrer définitivement la route à son adversaire, Bédié va mettre au point une stratégie d'exclusion. Le concept d'ivoirité va naître. Et ce concept est né surtout pour barrer la route à un adversaire politique qui est Alassane Ouattara. Autrement dit, pour disqualifier un concurrent politique, Bédié ne va pas dire que Ouattara est incompétent ou corrompu, il va dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais comment Alassane Ouattara est-il arrivé sur la scène politique? Fin 89, au moment où Houphouët était complètement débordé, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Il tapait sur la table, il disait la seule solution, c'est de réduire les salaires des travailleurs. Alors là, comme un seul homme, tout le monde dans la rue, ne sachant plus quoi faire, il va chercher un gestionnaire qui, au titre de la Côte d'Ivoire, travaille à la BCEAO. Il va le chercher. Alassane arrive et il dit on ne réduira pas les salaires, on ne touchera pas aux salaires. Lorsque Houphouët fait appel à Ouattara comme Premier ministre, sa nationalité ivoirienne était-elle mise en doute? Non, pas du tout. Lorsque Alassane Ouattara est venu en 90 en tant que Premier ministre, il était présenté par le parti d'Henri Konan Bédié comme ivoirien, originaire de Congo, et son frère aîné, Gaoussou Ouattara, était à l'époque le vice-président de l'Assemblée nationale, le collaborateur direct immédiat d'Henri Konan Bédié. Donc son ivoirité n'était pas du tout mise en cause à cette époque-là. Pour l'éliminer, c'est le même PDCI qui a dit hier qu'il était ivoirien, c'est le même PDCI qui vient dire qu'il n'est plus ivoirien. C'est ça. Après le 24 décembre, les militaires arrivent, ils disent mais Alassane est ivoirien. Qui a dit qu'il n'est pas ivoirien? C'est un ivoirien. Il est de telle région, tu sais, etc. On n'a jamais douté de sa nationalité. Ce qui règle un problème. Il était poursuivi à l'époque, il y avait une procédure contre lui, tout ça. Non-Dieu, tout ça, on annule. Et puis, à la veille des conditions d'éligibilité, on ressort encore le même dossier pour dire on dit qu'il n'est pas ivoirien. En effet, les militaires au pouvoir depuis le putsch du 24 décembre 1999 ont changé d'avis, car le général Guéhi a décidé de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Ainsi,
Pour la seconde fois, le pouvoir en place utilise l'argument de l'ivoirité pour éliminer un concurrent politique. Dans les livres scolaires, on apprend aux enfants que différentes ethnies sont venues peupler la Côte d'Ivoire. De celles venant de l'Est et de l'Ouest, on dit qu'ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Mais des Malinké, l'ethnie venue du Nord, on dit qu'ils sont des envahisseurs, en précisant clairement que envahisseur signifie des ennemis qui entrent par la force dans un pays et s'y installent. Actuellement, les représentations dominantes en Côte d'Ivoire découpent et classent les habitants de ce pays en 3 catégories. Chacune de ces catégories est perçue comme un bloc homogène. Il y a ceux qui se dénomment eux-mêmes Ivoiriens à 100%, puis les Ivoiriens de circonstance dont l'ivoirité est considérée comme douteuse, et enfin, les étrangers. Cette répartition est basée sur le patronyme. Lorsqu'on vous dit un nom en Côte d'Ivoire, on sait à peu près d'où vous venez. Et donc le harcèlement va partir d'Alassane pour s'étendre à toute une communauté originaire du Nord, ayant des patronymes précis. Et donc, contrôle d'identité dans la rue, vous vous appelez Ouattara, Koulibaly, Touré, Konaté, n'importe, prouvez que vous êtes Ivoirien. Ou des fois, des policiers zélés déchirent carrément la pièce d'identité. Non, non, vous n'êtes pas Ivoirien, vous ne pouvez pas le prouver. Aujourd'hui, les gens n'admettent pas, par le patronyme, ils n'admettent pas qu'on soit Ivoirien. Pour eux, être Ivoirien, pour beaucoup, être Ivoirien, c'est de porter un nom de la région là et tout et tout. Ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un qui a un patronyme ou qui a des parents qui sont d'origine étrangère soit Ivoirien. Et là, c'est très grave. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Mes parents sont Ivoiriens d'origine. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirienne. Je suis Ivoirien d'origine. Mes parents sont nés à Cassandra, en Côte d'Ivoire. Et je suis Ivoirien. Mes parents sont nés à Grand Bassi, mais ils sont de Côte d'Ivoire toujours. On l'aura compris, tous ces gens sont nés en Côte d'Ivoire. Leurs parents sont également nés en Côte d'Ivoire. Et ils sont tous de nationalité ivoirienne. Pourtant, sur la seule base de leur patronyme, certains d'entre eux vont être considérés comme purs, authentiques, à 100%, tandis que les autres seront rejetés dans la catégorie des Ivoiriens, prétendument douteux, appelés aussi Ivoiriens de circonstance. Les Ivoiriens de circonstance, ce sont des personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui sont de nationalité ivoirienne, qui ont une carte d'identité ivoirienne. Voilà, tout à fait. On a diabolisé donc une partie des Ivoiriens eux-mêmes. Et là, on ne parle plus des étrangers tels quels, qui se définissent eux-mêmes comme étrangers. Voilà, c'est des Ivoiriens, mais de circonstance, qui ont un autre point de chute. La nuance va se préciser, on va passer imperceptiblement d'Ivoiriens de circonstance à étrangers. Et c'est l'amalgame alors qui est dangereux. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous avez les mêmes patronymes au Mali, en Guinée, au Burkina, alors on vous dit, il faut prouver que vous êtes Ivoirien. En usant du seul patronyme, les élites ethnistes ont réussi à diviser la population ivoirienne en catégories artificiellement séparées. Ces catégories constituent de véritables cases mentales. Elles n'ont pourtant aucune base légale. Au niveau de la loi, les choses sont très claires. À la nationalité ivoirienne ou est ivoirien, celui qui a au moins un parent ivoirien, ou bien qui prend la nationalité ivoirienne, ou bien la femme qui prend la nationalité ivoirienne par voie de mariage. Pourtant, une confusion est volontairement entretenue entre deux notions, l'origine et la nationalité. Et quelqu'un qui a une carte d'identité d'ivoirien, mais qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, comment vous l'appelez celui-là? Non, mais c'est vous qui avez envoyé le mot. Il a eu la nationalité, mais ça ne veut pas dire qu'il est ivoirien. Comment une telle confusion a-t-elle pu atteindre tant d'Ivoiriens? Pierre Kipré, qui est historien de la même région que Gbagbo, fait une conférence de presse où il va axer son intervention sur l'idée d'Ivoirien de souche multiséculaire. De souche multiséculaire, en disant, moi je suis Ivoirien, si on casse la baraque, je ne saurais pas où aller. C'était à quelle époque? Fin avril, ça doit être le 26 avril 90. Dès l'année 90, on va introduire le concept d'Ivoirien de souche multiséculaire. De souche multiséculaire, prononcé par Pierre Kipré, historien,
à l'école normale supérieure, qui deviendra ministre de Bédié dès que Bédié sera président. C'est la récompense là. Ivoirien de souche multiséculaire. Entre parenthèses, il faut dire qu'il y a tellement de mélange dans ce pays qu'un autre chercheur avait rédigé une thèse durant laquelle il avait interrogé des gens d'un certain âge, dont le père de Pierre Kipré. Qui lui avait dit à l'époque que pour des raisons de sécurité ou quoi, il n'a pas voulu que Kipré aille au Libéria, d'où est originaire sa mère. C'est le père qui parle. Alors, on le confond littéralement dans un journal disant, mais l'Ivoirien de souche multiséculaire est de mère libérienne. C'est quand même bizarre. Bon, bref, ça veut dire quoi? Il y a toute une mauvaise foi qui se met en place, où on se dit, les étrangers. Et là, on commence à viser Alassane sans le nommer. Derrière tout le problème de Ouattara n'a été qu'un porte-drapeau de cette revendication des musulmans qui estiment que maintenant ils ont eu la reconnaissance sociale, ils ont le pouvoir économique, il ne leur reste plus que le pouvoir politique. C'est ça le problème. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand on déplace le débat politique sur le terrain religieux, vous connaissez les musulmans, ce sont des gens qui sont très fanatiques, ça risque de créer des problèmes. La propagande se poursuit en prétendant que les étrangers tentent d'usurper la nationalité ivoirienne. Ayant découvert la nécessité l'intérêt d'avoir des papiers ivoiriens, ils ont procédé par des méthodes frauduleuses et ont acquis un certain nombre de documents. Ils ont fait des fausses, une liste électorale où il y avait tous les étrangers. On a fait venir des gens du Burkina qui étaient sur la liste électorale. On a dû prendre 3 mois pour épurer cette liste. Donc des gens qui n'étaient pas ivoiriens qui étaient sur la liste électorale. Donc c'est beaucoup de monde, ça. C'était des millions de personnes. Je ne sais pas combien, 1 million et quelques de personnes. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR. Le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir dans un climat très tendu de mise en cause de son élection, notamment par les militants du RDR d'Alassane Ouattara. Le lendemain, on découvrait le charnier de Yopougon. Ces cadavres ainsi exposés, atrocement mutilés, sont un message. Le but est de créer un climat de terreur pour faire fuir des populations entières. Mais ce charnier n'est que la partie visible. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Parce qu'aujourd'hui, on relève à peu près 500 disparitions. Et nous, on ne parle pas de 50 morts, on parle de beaucoup plus. On n'est pas loin de 200. Des centaines de personnes sont raflées. Ces rafles sont clairement ciblées. Nous avons rencontré ce couple dont le jeune frère a été raflé chez lui. Il témoigne évidemment visage caché. Dans le scénario, on retrouvait très souvent les étudiants, sinon des groupes de personnes armés de gourdins, armés de pilons, et derrière eux, on trouvait des gendarmes qui les escortaient. Et lorsque ces individus-là attrapaient les gens, soit ils les tuaient sur place, ou bien les gendarmes s'en occupaient pour les crisper de balles après. Parfois, on retrouve les corps dans la lagune, mais le plus souvent, on ne retrouve pas les corps. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les enfants. N'importe où on va, on ne retrouve pas les enfants. Même je suis allée jusqu'à la morgue même. Quand on passait dans les commissaires, on nous disait, allez voir dans les caniveaux, on les a tués, ils sont dans les caniveaux. Si vous ne les voyez, vous les voyez dans les caniveaux. Les policiers, les corps habillés. Les gendarmes et souvent les policiers nous disent, allez voir dans les caniveaux. Si vous ne les voyez pas, dans les poubelles, demandez aux étudiants de la FESI. On peut seulement savoir où se trouvent les corps de nos petits frères, au moins les enterrer dignement. La responsabilité des forces de l'ordre est engagée dans d'autres situations. Même les édifices religieux ne sont pas épargnés.
Les assaillants, c'était des jeunes, mais pas du quartier. Et on a même assisté à un moment donné à des scènes de complicité entre la police et les assaillants. Parce que quand on entend un élément de la police dit aux assaillants que attendez qu'on parte et si vous voulez mettre le feu à la mosquée, vous y mettrez le feu. Les gens ont commencé à parler d'ivoirité, excusez-moi du terme, mais c'est un concept bâtard. Ivoirité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous demanderez à la plupart des Ivoiriens aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous expliquer ce que c'est que l'ivoirité. Moi je pense qu'on récolte ce qu'on a sémé. Parce qu'entendre des autorités politiques qui sont censées être une représentation qualitative du peuple dire qu'une frange de la population n'est pas ivoirienne, je pense que c'est anormal. J'ai peur parce qu'aujourd'hui il y a des zones où être militant du RDR est synonyme d'étranger et les gens ils sont prêts à casser du RDR, ils le disent souvent eux-mêmes. Les Djoula, on va vous tuer rien dans ce pays. Dans un autre quartier d'Abidjan, un hôpital de campagne improvisé accueille de nombreux blessés, souvent par balle. Ils ont fait des barrages, ils font des contrôles des pièces d'identité. Une fois que tu as un nom à consonance nordique, on t'arrête. Si tu dis que tu n'as pas de pièces, on t'arrête. Tu t'appelles Koulibaly, Koné, Traoré, tout ce qui est bien même du Nord. Et dans cette situation-là, ils font l'amalgame. Maintenant, ils ne calculent plus. 27 octobre 2000. Nous sommes dans la forêt du Banco à Yopougon, un faubourg d'Abidjan. Il y a 57 corps dans ce charnier. 2 jeunes hommes ont échappé à ce massacre. Nous les avons retrouvés. Ils ont accepté de témoigner, à condition de ne pas être reconnus. Ce sont des gendarmes. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils nous ont fait sortir de la maison, vérifier nos pièces. Ils ont vu que nous sommes des Djoula. Ils ont fait sortir d'autres personnes encore. Maintenant, eux, ce n'étaient pas des Djoula, donc eux, on les a laissés. On est arrivé au camp commando, il y avait des morts puis des blessés. Ils ont commencé à nous taper avec des barres de fer. Puis après, ils ont marché sur nos têtes. Le sang coulait partout, sur tout le monde. Mais il y avait des enfants parmi nous. De quel âge? Bon, on va à peu près 13, 15. Il y a un enfant qui criait que non, que lui va là à l'école. Ils l'ont frappé. Bon, parmi les 2 petits là, ils ont tiré sur un. Il y a un qui a déjà reçu une balle dans la poitrine avec son cou. Ils nous ont dit de faire monter les cadavres dans la voiture, les blessés. Ils ont été assis sur les blessés et puis les morts. Quand on a fait monter les cadavres dans la camionnette, bataille au Pougon, on est arrivé vers Prison, ils ont dévié, ils sont rentrés dans la brousse. On est arrivé dans le lieu, ils nous ont dit de descendre. On a descendu, maintenant on a fait descendre encore. En faisant descendre la main, moi quand je suis venu me déposer, je ne me suis plus allé chercher, je me suis couché. J'ai fait comme j'étais mort. Maintenant les autres, quand ils ont fini, je commençais à tirer sur eux. Je les ai tués tous. Tous mes amis étaient morts. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matras, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Est-ce que ça c'est notre problème? Hein? Imbécile là, ton là, imbécile, et 4 ton là. Il écarte mes jambes, il met le sable dans mon sac, on prend le matras, on met dans mon sac, on me tape dans le sac. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour ça qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé.
C'est depuis l'arrivée de M. Bagou que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, tu es ivoirien. On avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Geneviève Brogrébé a longtemps été leader d'une organisation de femmes au sein de la société civile. Elle y défendait avec acharnement l'ivoirité, notamment la revendication d'inscrire dans la Constitution que la femme du président de la République doit être ivoirienne de teint vraiment noir. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent bas la terre. Il faut qu'on mette bas la terre. Je suis ivoirien parce qu'on dit que les Djoula ne sont pas des Ivoiriens. Nous, on est sûr qu'on est Ivoiriens. Si c'est les Djoula, on les tue. Sortez, sortez, on va vous tuer, vous tous. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR,